Eh bien, bonjour Jean-Jacques. Merci de nous recevoir dans ce cadre idyllique, ma foi. Déjà, je vais te laisser te présenter et nous raconter un peu ce que tu as fait. Je te remercie d'être venu. J'ai 73 ans, 74 ans en janvier, et le 26 décembre 2018, j'ai traversé l'Atlantique à bord d'un tonneau à la dérive. Voilà. Il faut savoir que l'Atlantique, depuis 1493, Christophe Colomb a été traversé de différentes manières, sauf à la voile, à l'aviron, en planche à voile, même à la nage, en paddle, canoë-kayak, mais jamais à la dérive. D'accord. Et j'avais cette idée depuis gamin, depuis que j'avais lu les histoires d'aventuriers du grand large, et en particulier Bombard, qui avait traversé sur un petit pneumatique à voile, sans vivre à bord, pour prouver que l'océan pouvait Vous sustenter, ça pouvait subvenir à tes besoins. naufrager sur l'océan, pouvait à la rigueur s'en sortir. Tout à fait, ouais. Et il avait écrit dans son bouquin, Un naufragé volontaire, qu'une barrique mise à l'eau au large des Canaries met 3 mois pour arriver aux Caraïbes. Et ça m'avait interpellé. C'est toujours resté gravé dans ma tête. Et je m'étais dit, un jour j'irai vérifier, j'irai voir. Et puis ça a été fait. Ça a quand même pris 100 mètres 7 jours. Hein. Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'était parce que du coup, tu as mis plus de 3 mois. Oui, parce que exceptionnellement, janvier 2019, je n'avais pas d'alizé. Il y a eu une rupture d'alizé pratiquement pendant un mois. D'accord. Et au lieu de descendre, là je suis remonté. Je remontais, disons, vers les Açores. Du coup, tu as dû faire un petit détour. J'ai pas fait. Oui, après j'ai pris les alizés et je me suis retrouvé sur une parallèle à ce que j'avais espéré. Et au lieu de me retrouver dans les Caraïbes, je me suis retrouvé au nord de Porto Rico. J'étais récupéré par un pétrolier. Il était temps parce que là j'arrivais sur les îles qu'on appelle les trucks et les cailles. Et il était temps là, que je sois à récupérer. Ouais, parce que du coup, tu as mis un peu plus de 4 mois, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Et du coup, la question, je pense que pas mal de gens se posent, on part avec quoi concrètement dans son tonneau pour survivre 4 mois en haute mer comme ça, quoi? Alors mon tonneau faisait 3 mètres de long sur 2 mètres 10 de large, de diamètre, disons. Il était en contreplaqué époxy, Okay. réalisé par Lucien Pedeau, un copain là, qui est architecte naval. Et à l'intérieur, j'avais un confort correct, disons correct. Et j'avais un désalisateur à main pour l'eau. J'avais aussi une prise d'eau de mer. Et j'avais des vivres. Là, j'avais pris des rations bio, des rations bio. Donc, mais j'avais prévu pour 90 jours. Et c'est sûr qu'au bout de 15 jours, quand j'ai vu que je remontais vers le nord au lieu de descendre vers le sud-ouest, ouais, je me suis dit, là, t'es parti pour plusieurs mois. Et ça a été assez... j'étais un petit peu anxieux, là, parce qu'à un moment donné, je lâche, je dis, tant pis, t'arriveras où tu arriveras. Mais je m'étais rationné en vivres. La pêche, ma première prise, ma première coryphène a été au bout d'un mois. Ah ouais, au bout d'un mois? Ah ouais, parce que dès que le temps le permettait, je descendais, je grattais ma coque. Donc je n'avais pas d'algues ni de natifs dessous pour qu'elle glisse beaucoup mieux. Tout à fait. Et les poissons, la chaîne alimentaire, concernant les poissons, ne s'est pas mise en place tout de suite. Ouais. Donc il m'a fallu un mois pour rencontrer ces
c'est sympathique de rade. Ouais, parce que ça doit être bienvenu quand ça arrive, du coup, quand même. Tu m'étonnes. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus... sur une traversée comme ça, qui du coup, comme tu le disais, en plus, n'a pas jamais été faite, où du coup, on a des repères quand tu pars faire une transatlantique. En plus, tu en as fait des transats à la voile. Quand on part faire une transatlantique à la voile, ou même en kayak, finalement, on a des points de repère. Quand tu pars sans point de repère, que tu essayes de faire un truc qui est un peu pionnier, un peu nouveau, finalement, qu'est-ce qui était le plus dur à envisager et le plus chiant au quotidien à gérer, quoi, dans ta traversée? La solitude, j'y suis habitué, donc il n'y a aucun problème. J'avais de quoi m'occuper. Il faut dire que je n'étais pas du tout, comment dirais-je, j'étais en contact permanent avec la Terre. Okay. Hein, je pouvais téléphoner, je pouvais, enfin, c'était limité quand même. Ouais, t'étais en enfin, iridium. je pouvais envoyer des mails, recevoir des SMS, recevoir des emails. Bon, donc ça n'avait rien à voir avec les Alain Gerbaud ou Bombard ou les Slocum, tout ça qui sont partis, eux, vraiment avec l'inconnu. J'avais déjà en plus, j'avais, comment dirais-je, des prévisions météo. Ouais. Donc j'ai eu une nuit de tempête, j'ai eu en tout 7 jours de gros temps. Okay. Sur 127, c'est pas beaucoup. Et je m'y attendais, du fait que j'avais les prévisions météo. Je n'ai pas... Ben, il y avait cet inconnu de savoir est-ce que vraiment j'allais arriver, et vis-à-vis des sponsors, est-ce que ça n'allait pas échouer, j'allais pas échouer, quel allait être le comportement aussi, c'est surtout ça, de mon tonneau, oui. Du fait que j'avais fait des essais là, sur le bassin d'Arcachon, puisque je suis d'Arès, mais j'avais fait des essais, je n'avais pas eu des vents assez intéressants pour étudier la dérive, ouais. Donc j'étais à l'ancre. Et les copains venaient avec des bateaux, me tourner autour pour me faire subir cet engage ou roulis. Mais à l'ancre, c'était assez rude parce qu'il y avait des à-coups chaque fois qu'il était retenu par le câbleau. Et par contre, c'est ce que j'avais dit au sponsor, au bout de 10 minutes, je saurai si je vais être fixé, je saurai si je peux aller au bout ou si vraiment ça va être très 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 difficile, voire peut-être l'échec. Je vais faire demi-tour, enfin me faire récupérer. Et en fin de compte, ça s'est très très bien passé. Quand j'ai été, il y a un bateau, un voilier canadien qui m'a dégagé d'à peu près d'un nautique, de 2 km disons. Ouais. Et puis là, mes amis m'ont venu me dire au revoir. Tout de suite, au bout de 10 minutes, j'ai vu que le tonneau était très bien équilibré, passait très bien dans la vague, subissait très bien la vague. Il avait un très bon comportement, donc je me suis dit là, il n'y a aucun problème. Ça, il se comportait comme il fallait, parce que aussi, enfin, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais déjà faire une transatlantique à la voile, etc., c'est pas non plus anodin. Mais faire... Enfin là, tu as laissé... une fois que ton tonneau est construit et une fois que tu as tout tenté, tu laisses ton destin entre les mains de la mer, vraiment. Tu subis. Ouais, c'est ça, tu subis en fait. Tu subis, mais c'est d'une certaine... Pour moi, c'était de la liberté, c'était super. Je repars demain, je repars. Bah, tu parles de tempête, et même si effectivement aujourd'hui on a tous ces trucs modernes, moi j'en avais déjà parlé aussi dans une interview, de dire bon, effectivement ça c'est quand même, quand on part en expédition, en exploration, on est tous d'accord pour dire que notre équipement aujourd'hui fait qu'on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes problématiques qu'ils avaient effectivement, comme tu disais, au début du siècle ou même les siècles précédents. On est quand même passé à... Bon, l'équipement est quand même très modernisé, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Enfin la preuve, on peut être au pôle Nord et poster une photo sur Instagram, donc apparemment c'est pas si compliqué que ça. Mais même si tu es au courant qu'une tempête arrive, qu'est-ce que ça fait de se prendre une tempête dans la gueule quand tu es dans ton tonneau? C'est encore pire qu'un bateau du coup, je suppose. Ben, c'est surtout le bruit. Ouais. Parce que ça fait caisse de résonance, hein, et là j'ai pas d'isolation.
directement sur l'époxy, le contreplaqué. Et là, j'avais l'impression d'avoir des grenades qui pétaient à 3 mètres de moi. Ah ouais. Et c'était pas à des bruits réguliers, c'était par moments un gros boom là, qui se déclenchait, de vagues croisées qui arrivaient. Ce que j'avais peur, c'était dans la nuit, j'avais peur, plusieurs reprises, bon, j'étais attaché sur ma couchette. Et à plusieurs reprises, je regardais le hublot, j'avais peur que le hublot qu'on avait placé assez haut, justement, à l'arrière, pour éviter que les vagues viennent trop le frapper. Ouais, tout à fait. Ouais. J'avais peur qu'il soit fêlé tellement que le bruit était très dur. Je me disais, tiens, je regardais un coup de lampe, non, ça va, il tenait, bon. Et je m'étais préparé mentalement à ce que le tonneau se retourne. Et en fin de compte, il s'est couché à 90 degrés. Okay. À un moment donné, il s'est couché à 90 degrés. Et, les essais qui ont été faits sur le bassin ont été bénéfiques parce que j'avais rajouté 45 kg. Il y avait 90 kg dans la quille. Okay. Là, j'avais rajouté 45 kg dans la quille. Avec 90 kg, il s'est très bien comporté. D'accord. J'aurais eu que 45 kg. Je pense que là, oui, j'aurais fait un 360. Je voulais savoir aussi ce que tu as pris comme... tu as pris des bouquins, je suppose. Oui. Je veux savoir ce que tu as pris comme bouquin, moi ça m'intéresse ça. Ah ben, disons que j'avais des bouquins, de très vieux bouquins sur la guerre de 14. Okay. Et comme 2018 était le centenaire, et que mon grand-père s'est vraiment illustré dans la bataille, en particulier à Somme, ben, j'avais tous ces bouquins qui ont été écrits par de Pierrefeu en 1922. D'accord. Donc j'en avais 4 que j'ai amenés et que j'ai pu, je les ai lus, relus. J'avais amené aussi la Bible. Okay. La Bible, qui est quand même un sacré pavé, mais la Bible pour enfants, okay. de Decaux, qui est très bien, qui est illustrée. Okay. Ce qui m'a permis d'avoir une idée complète. Et puis d'autres livres d'aventuriers, voilà. Ouais, parce que tu étais quand même confiné, parce qu'on en parle beaucoup là depuis mars, du confinement, des effets que ça a sur les êtres humains. Alors moi j'entends plein de conneries de dire que les gens qui ont été confinés, ils sont traumatisés, etc. Enfin voilà. Toi qui as été confiné là vraiment, dans un espace extrêmement restreint quand même, parce que du coup tu disais t'avais de la place, t'avais du confort, mais c'était somme toute extrêmement sommaire quand même. Enfin je veux dire, on n'est pas dans son salon quoi. Qu'est-ce qui est Est-ce qu'au bout d'un moment tu deviens pas fou d'être enfermé dans un espace comme ça réduit? Alors, à l'issue du confinement, il y a eu plusieurs radios qui sont venues m'interviewer parce que ouais, vous avez passé 127 jours dans une boîte, tout ça. Bon, l'individu il s'adapte. L'individu s'adapte. Et puis, moi j'avais quand même une occupation. Je fais de la... Tout jeune, je jouais de la mandoline, j'avais ma mandoline, donc je jouais de la musique, j'avais le temps de lire. Là, j'ai pas le temps, j'étais en construction, sur Terre, j'ai très peu de temps pour lire parce que j'ai toujours plein d'occupations, le sport en particulier. Là, quand le temps le permettait, je sortais, j'allais nager, je lisais, je faisais de la musique, je cuisinais. Non, je ne voyais pas passer les journées, je ne voyais pas. Puis il y avait aussi des messages que j'envoyais à terre, les emails que je recevais, je répondais. Donc tout ça, ça me prenait déjà dans une journée, ça me prenait 3 heures de temps. Ah ouais. Donc à aucun moment j'ai eu un petit moment dépressif, de solitude, d'ennui, aucun moment. Ah, mais ça c'est intéressant parce qu'effectivement, je trouve, et on s'en est rendu compte pendant ce confinement-là, généralisé, le premier, qu'il y a, je pense, 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont réussi à créer quelque chose du fait d'avoir du temps, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi, on n'a jamais de temps. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Les seuls moments où j'ai du temps, c'est quand je pars en expédition ou quand je suis en aventure, c'est les seuls moments où j'ai du temps pour moi.
Et c'est le seul moment où tu as du temps pour faire des trucs. Et il y a des gens qui ont fait des trucs, et il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se sont laissés abattre. Et c'est intéressant justement de dire que toi tu as été pendant plus de 120 jours dans un tonneau, dans un espace quand même restreint avec, même si on a les équipements modernes, tu n'avais pas le confort que tu as quand même chez toi. Et que malgré tout tu arrivais à faire quelque chose de ton temps en étant seul et au milieu de l'eau, quoi. Donc on peut faire des trucs. Oui, et puis il y a aussi l'observation, ça j'ai oublié de le dire. Oui. Hein, tous les levées de soleil, tous les couchers de soleil, hein, et il y a toujours quelque chose à voir sur l'eau. Oui. Hein, puis quand arrivaient ces bancs de poissons, c'était des moments magiques. Puis quand je m'ennuyais, des fois, façon de parler, je partais je plongeais, que le temps le permettait, j'allais voir mes petits compagnons, c'était des petits poissons pilotes qui m'ont suivi pendant toute la traversée. Alors c'était marrant parce qu'au début, c'est comme un chat sauvage, ils prenaient peur. Comme je grattais la coque, ils restaient dans le sillage 1 mètre derrière moi pour râper les microparticules. Et puis après, ils avaient pris l'habitude de me connaître. À peine je descendais, ils venaient sur mon masque, ils venaient titiller le masque. J'étais obligé de faire attention avec la lame de mon couteau, de ne pas les abîmer. Ils étaient sur mes mains et tout, c'était devenu mes compagnons. Donc même sans aller gratter la coque, j'allais les voir. C'était comme un petit peu comme c'était une compagnie pour moi. C'est un animal de compagnie. Et je ne pensais pas qu'un poisson pouvait. Bon, je sais très bien qu'il y avait. C'était Cousteau avec son poisson là, j'ai perdu le nom là. Si, c'était le mérou. Ah oui, son mérou. J'ai vu un film là, un court-métrage magnifique avec ce Corse qui plonge, qui joue avec une murène, hein, qui la retrouve à chaque plongée, tout ça. Moi je ne savais pas que des petits poissons qui sont comme le doigt pouvaient devenir mes compagnons. Ouais, des animaux de compagnie à part entière. Ah ouais. Et un souvenir qui t'a particulièrement marqué, je sais que c'est pas facile ça parce qu'il se passe tellement de trucs sur 120 jours, mais un truc qui t'a... C'est le bateau qui m'a ravitaillé, le bateau qui passait par là, le Juan Bron, le bateau des scientifiques américains de 83 mètres de long qui 8 jours avant savaient que j'étais dans les parages et si ils remontaient, ils arrivaient du bas du Cap-Vert, ils remontaient sur New York, ils ont fait savoir à Audrey qui s'occupait de toute ma comment dirais-je, tout le côté médiatique. Ouais, communication. Ils ont fait savoir que si j'étais sur leur chemin retour, ils m'approvisionneraient. Ok. 87 jours, ça faisait déjà, au bout de 15 jours, j'avais rationné mes 4 mois de nourriture. Hein, donc il ne me restait plus que 3 mois et demi que j'avais partagé pratiquement en deux. J'avais pas grand chose à manger. Ouais. La pêche, au bout d'un mois, j'ai réussi à avoir une coryphène. Après, j'en ai eu en tout 9. Donc, c'était pas très très souvent. Ouais. J'avais pas de frigo à bord. Donc, je faisais sécher les restes. Et là, ils m'ont approvisionné, ils m'ont demandé de faire une liste. Donc, j'ai fait une page de ce dont j'avais besoin et ils m'ont livré 4 pages. Voilà. Oh, ok. C'était, il y avait de tout, même du fil pour coudre, brosse à dents, dentifrice, enfin des trucs que j'avais pas besoin. Ils ont rempli 40 kilos là, un colis de 40 kilos qui est arrivé. C'est génial ça. C'était fabuleux, ça c'est. Ah ouais. Ça c'est le souvenir. Après, j'ai eu cette attaque. Je m'attendais à peut-être à rencontrer des orques. J'avais fait renforcer les fonds du tonneau. Ok. Bon, au cas où ils voudraient jouer avec, prenant ça pour un ballon, hein, au cas, parce que des attaques d'orques, c'est quand même assez virulent. C'est violent, ouais. Ouais. Et en fin de compte, c'est un requin qui dans la nuit, l'après-midi est venu et qui s'en est pris, qui a mordu le tonneau et qui s'en est pris
qui est passé une dizaine de fois, donc j'ai pu le filmer, faire des photos. C'était ça aussi, c'était très particulier. J'ai cette tortue qui, par temps calme, qui est venue rejoindre et qui m'a suivi, qui m'a empêché de faire la sieste parce que sa carapace cognait pendant 3 heures contre le tonneau. Bon, voilà, il y a cette baleine qui s'est endormie à 300 mètres de moi. C'est tout ça, c'était par temps calme. Et bon, j'aurais bien voulu qu'elle s'approche, puisque c'était impossible pour moi d'aller vers elle, de me diriger, de l'approcher un petit peu quand même. Et donc elle était là-bas à 300 mètres, bon, restait pas mal de temps. Puis j'ai vu au 123e jour, ce catamaran qui, pareil, français, qui passait par là, qui remontait vers la Corse, donc vers les Açores, et qui m'a ravitaillé à nouveau. Ok. Puis il y a eu la récupération par ce pétrolier. C'était un grand moment. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Alors du coup, tu as sorti un bouquin sur cette. Ouais, tu as sorti un bouquin sur cette traversée de ouf. Ben, j'ai sorti 127 jours à la dérive, l'Atlantique en tonneau. Ben, c'est mon journal de bord. Voilà, c'est mon journal de bord. Il y a pas mal de photos. C'était mon bébé à l'arrivée. Ouais, je me doute, je comprends. Je mettrai des liens évidemment dans la description, tout ça. Et, alors ça aussi intéressant, je crois que tu repars. Alors oui, tu vas repartir. Là, je vais essayer, en tant que je veux le faire aussi, c'est traverser, j'ai pas pu là cette année à cause du Covid, pourtant j'étais bien préparé, traverser la Manche à la nage. Et là je vais repartir sur, ça se fera certainement en juillet. Et puis je vais repartir en décembre l'année prochaine, à la rame. Je vais essayer de faire le Pacifique à la dérive, mais c'est pas possible de se dégager la côte sans voile. Ouais. Et donc ça sera une traversée à la rame, partant, si possible. Je vais étudier là, parce que ce sera dans un an, ce sera le départ début décembre, depuis le Portugal si c'est possible. D'accord. Et l'idée donc ce serait de faire une traversée, mais là cette fois-ci, tu rames. Voilà, okay. Cette fois-ci l'occupation sera différente. Oui, là c'est pas pareil parce que du coup tu vas être occupé physiquement. Ouais. Donc c'est pas tout à fait le même temps libre et là il faut être plus dans l'imagination et être capable de s'évader sans bouquiner, etc. Justement parce que là tu vas quand même. Je pense ramer. Là j'ai acheté le bateau, ça y est, je l'ai acheté, il est là. Mais je pense ramer 8 heures par jour, je pense ramer entre 8 et 10 heures par jour. Est-ce qu'il y a parce que ça, moi je sais qu'on me la pose tout le temps, cette putain de question. Du coup je vais te la poser parce que je suis méchant. Est-ce que tu as une préparation physique particulière du coup, en sachant que 8-10 heures de rame par jour c'est quand même, c'est pas rien, hein, c'est pas anodin. Est-ce que tu vas te faire une préparation physique en sachant que tu es très sportif, hein, t'es quand même, tu as fait des sacrés exploits sportifs, hein, tu fais beaucoup de nage notamment, beaucoup de natation, tu fais du triathlon je crois aussi. Ouais, c'est ça. Oui voilà, donc tu rigoles pas en sport. Est-ce que là tu vas faire un truc vraiment spécifique pour... Ah ben là sur le bassin ils ont pas fini de me voir, hein, tout cet été, les allers-retours. Je vais essayer à contre-courant évidemment, parce que si c'est pour le bassin, il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide, donc ça va être du contre-courant en permanence. Et autrement, j'aimerais bien faire genre Nice à Corse, mais je pense qu'avec un bon entraînement, 8 jours, avec peut-être ma petite chienne, qui peut-être je suis en train de cogiter pour que... Ouais. Elle m'accompagne pendant cette traversée parce que... Ah, ça fait une sacrée présence. Ça fera 10 ans qu'on est ensemble. Hein, et donc, elle est trop malheureuse quand oui. Chaque fois que je la laisse, que je la confie, bon, j'ai pas de problème. Les gens qui me la gardent, elle est entre de très très bonnes mains, mais enfin, elle est... Ouais. Elle est trop attachée à moi. Ouais, puis c'est une sacrée présence. Et puis c'est pareil, hein, moi c'est pareil. Hein. Oui, voilà. Maya, c'est...
Mais il faut prendre la nourriture et ça rajoute Voilà. du poids. Voilà, ça c'est le problème de la L'eau, logistique. ça ne sera pas un problème parce que j'ai un désaliniseur. En plus, là, j'ai un désaliniseur électrique. Donc, c'est le top. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais il faut que je calcule un petit peu le poids de sa nourriture. Qui fait qu'avec le temps et la fatigue et tout, ça va s'alléger, évidemment. Oui, 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 oui. Oui, ça c'est sûr. Mais enfin, je ne voudrais pas, que moi je me rationne, Oui. que j'attaque une période de jeûne à bord, ça va. Mais que, Ouais, mais rationner ton chien, ouais. que la chienne soit en rupture de croquettes, alors là, c'est pas... Ah, c'est pas pareil, ouais, je suis d'accord. pas l'horreur. C'est pas pareil, ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, tu partirais donc décembre de l'année prochaine. Ouais. Et tu es actuellement, ce qui est très marrant parce que ce qu'on va aborder, ça va être le point commun de toutes les interviews que je vais faire. On en parle à chaque fois et on en parle entre nous en off, etc., hors interview. Mais donc du coup, tu es en train de chercher des sponsors, je suppose. Ah oui. Le moment galère. C'est le moment galère, donc je me permets, moi, en présentant cette émission, si quelqu'un qui voit ça est intéressé par le projet de Jean-Jacques, qui est quand même un sacré projet, puis vous l'avez déjà prouvé, donc vous risquez pas grand-chose en investissant dessus, de se signaler si vous aimez les exploits relatifs à la mer et à l'océan, quoi. C'est hyper sympa de ta part C'est le minimum. d'y penser, de lancer un appel. Oui, bien sûr. C'est ce qui a été le plus difficile pour la traversée avec le tonneau. J'ai pas réussi à même boucler le budget. Mais enfin, il faut se dire que si je réussis cette traversée, je serai le doyen de l'Atlantique. Et ça c'est beau. Hein, et ça, putain, c'est beau. comme pour la Manche, je suis le doyen aussi. Donc voilà, c'est des choses que il est temps que j'accomplisse, parce qu'après ça va être de plus en plus difficile. Ah, mais moi ça m'intéresse ça d'ailleurs, je pense que c'est la dernière question, mais c'est un truc qui me fascine ça aussi. Parce que tu disais que tu as été donc bercé avec ces histoires de traversée et que tu lis un bouquin quand t'es gamin, avec un truc qui te fait tilter où tu dis putain mais c'est vrai, j'aimerais bien tester ça, traverser l'Atlantique à la dérive et tout. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, donc peut-être 60 ans plus tard, tu te dis bon ben maintenant je le fais, stop, on arrête les conneries, aujourd'hui je fais ce que j'avais envie de faire quand j'étais gamin, quoi. Alors, c'est-à-dire que je voulais repartir sur un tout petit voilier. Ok. Je voulais repartir un petit peu d'une manière un petit peu différente, et puis j'aime bien me tester. Bon, le confort, je trouve qu'actuellement on est beaucoup trop assisté matériellement, et on est dans un confort un petit peu. Moi je suis resté vieille France, voir mes grands-parents, la façon dont ils vivaient simplement et tout, donc c'est pour ça que là je suis dans ma forêt, dans ma cabane, hein, avec le strict minimum à la bougie, à la lampe à pétrole, bon. Et ça me convient très bien. Bon, par contre, j'aime bien m'éclater, j'aime bien faire la fête. Mais je voulais repartir d'une manière toute simple, sur un tout petit voilier. Et puis un jour, la phrase de Bombard m'est revenue. Et je me suis dit, mais ouais, voilà. Hein, pourquoi ne pas repartir à la dérive? Ça n'a jamais été fait en plus. Et ça va être super, là tu te laisses pousser par les vents, hein, et tu arrives de l'autre côté, c'est fabuleux ça. Ces alizés que je connaissais, bon, je me suis dit, donc ça a été, c'est ça qui a déclenché. Bon, alors j'en ai parlé, puis et puis ça fait des années que j'y pense, hein, c'est pas arrivé du jour au lendemain ça. Et puis j'en ai parlé à des amis et tout. Et c'est un copain journaliste qui en début de janvier 2018, il me dit, dis donc, où t'en es là Jean-Jacques, où t'en es sur ton projet de traverser l'Atlantique à la dérive, où tu en es? J'ai dit, écoute, ouais, c'est toujours dans ma tête, mais faut que je trouve quand même des sponsors, je ne sais pas comment m'y prendre et tout. Il me dit, écoute, c'est très simple, moi je sors un article
Hein, et puis tu vas voir, ça va marcher et tout. Les châteaux, ils vont être fanas et tout. En fin de compte, les châteaux n'ont pas été si fanas que ça. Bon, On est surpris. j'ai eu deux châteaux, Château Anon et Château Tour de Bie, qui m'ont un petit peu aidé. Mais c'est surtout la tonnellerie Bout qui m'a bien sponsorisé. Mais et que je remercie, hein, ainsi que mes amis très proches et tout. Donc il m'a dit maintenant tu ne pourras plus faire marche arrière, et puis c'est parti. Alors là, il a fallu que je me bouge, appeler les copains. Et j'ai toute une bande de copains tout de suite qui sont arrivés. Elle m'a dit t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de ci, je vais m'occuper de là. Donc on a été tout un groupe, ça a été tous pour un. Et ça a été vraiment un grand moment. Ça a été chouette là. En permanence, chacun a cherché dans sa direction, a apporté sa petite pierre, puis ça commençait à faire un tas. Et c'était intéressant. Ouais, c'est important de le dire, ça, que tous les gens qui partent à l'aventure, qui font des trucs un peu hors du commun et qui se dépassent ou qui font un truc justement comme ça, là, inouï ou nouveau ou pionnier, ils sont soutenus. C'est-à-dire qu'il faut du soutien à un moment donné, que ce soit avant, pendant ou après. On fait rien tout seul, vraiment tout seul, même si effectivement par exemple tu l'as fait en solitaire. Il y a tout ce qui se passe avant, où c'est toute une équipe, tes proches, ta famille, il y a plein de trucs qui se mettent en route. Les sponsors, hein, par exemple aussi, hein, parce que c'est pareil, hein, sans les sponsors c'est très compliqué de sortir des sommes aussi énormes, hein, parce que ça coûte cher, des expéditions comme ça. Et c'est plein de petits maillons qui se lient entre eux, et ça fait qu'à la fin tu peux faire ton exploit tout seul effectivement, mais on n'en parle jamais assez de cette espèce d'énorme travail de l'ombre comme ça, mais il y a vraiment... Enfin il y a du taf quoi, et il y a des gens... il faut du soutien, enfin ça demande du soutien quoi, il faut un village, comme disent les Anglais, it takes a village, vraiment. Donc, mais c'est intéressant ouais, que tu le soulignes pour le coup, que c'est tout un petit truc qui se met en route. J'ai oublié de dire, mais ça je tiens à remercier aussi la ville d'Arès, qui a été la première à ouvrir le robinet. Hein. Ah ouais? Ah ouais, qui m'a permis de lancer tout de suite la construction, et ça c'était fin mai, juin. Ouais, donc t'es pas loin quand même. Jusqu'en juin, j'avais toujours rien. Ouais, c'est ça. Toujours rien. Hein. Et là, je commençais à sortir mon carnet de chèques parce que Lucien Pédo, il m'a dit j'ai besoin d'une avance pour attaquer la construction, commander le matos et tout ça. Bon, j'ai dit ok. Et puis ça a été quand même déclenché par la municipalité qui a joué le jeu, et ça a été super. Et puis après, j'ai eu les écoles, tout ça qui m'ont suivi. C'est génial ça. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Honnêtement, je pense que c'est un des trucs les plus flatteurs. J'ai eu cet honneur quand je faisais la traversée du Canada de quelques écoles qui me suivaient, d'avoir donné des interviews dans des écoles, etc. Et j'avais une école qui était spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Et pareil, qui avait dessiné un petit bonhomme de moi et qui suivait mon trajet, etc. Et c'est le truc qui m'a rendu le plus fier, je pense, de tout le reste. Moi, les questions, là, les débriefings que j'ai été faire jusqu'à Dijon, Orléans, Périgueux, Vichy, Arès, évidemment. Tout ça, ces gamins là, de 6, 10 ans, ces lettres qui m'ont... Ces cadeaux qu'après, ces dessins qui m'ont fait cadeau, oui. C'était fabuleux. Et là, je voudrais entraîner avec moi tous ces gamins qui sont dans les hôpitaux, en oncologie en particulier, qui sont bloqués complètement, qui portent un lourd fardeau sur eux. Je voudrais les faire rêver, les faire voyager. Voilà. Donc ça va être à partir de l'année prochaine, des contacts avec les centres hospitaliers et tout. Bon là, les gens ils sont sur les dents avec le Covid, j'espère que ça va se calmer un petit peu. Ouais. Et que je vais pouvoir approcher tous ces enfants là, de plusieurs hôpitaux et puis de les faire naviguer avec moi. Ouais, c'est une belle... C'est un bel héritage, c'est bien d'apporter de la plus-value en plus à ton voyage, créer quelque chose en plus en partageant avec ces gamins qui en ont besoin, comme tu dis, en plus ça leur fait du bien de voyager, de voir autre chose.